Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne. Et d'un temps de pause, nous en avons toutes et tous bien besoin avant d'aller évidemment voter Front Populaire le 30 juin prochain. Mes chers amis, .e.s, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le deuxième film de la réalisatrice Rose Glass, Love Lies Bleeding. Alors, Rose Glass, pour celles et ceux d'entre vous qui ignorent de qu'est-ce qu'il s'agit, c'est une réalisatrice qui était arrivée sur nos écrans, dans notre salle obscure, au sein desquelles nous sommes bien contents de nous réfugier en ces temps de tempêtes électorales à l'extérieur, qui était arrivée sur nos écrans avec un premier long métrage qui avait été pas mal remarqué, qui s'appelait Sainte Maude. Peut-être en avez-vous entendu parler, beaucoup défendu, Sainte Maude, qui racontait l'histoire d'une aide-soignante extrêmement croyante, extrêmement pieuse, qui se mettait en tête de sauver l'âme d'une femme dont elle s'occupait, qui était une sorte de grande bourgeoise désœuvrée. Et eh bien, se mettant en tête d'opérer ce miracle, hein, vu l'état psychologique du personnage de la bourgeoise en question dans le film de Rose Glass, euh, des extrémités spirituelles allant vers le film d'exorcisme, à la fois dans son narratif et dans sa représentation esthétique, était à l'œuvre. En ce qui me concerne, je dois avouer que Sainte Maud était un film sur lequel j'étais plutôt circonspect, surtout au vu des éloges absolument incroyables que le film avait reçus, en tout cas parmi celles que j'avais lues. C'est un film que je trouvais extrêmement intéressant, puissamment mis en scène, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment du style et des bonnes idées de cinéma qui étaient à l'œuvre, mais je trouvais au film une espèce d'immense ventre mou entre son introduction ultra efficace, ultra intéressante et ultra, comment dire, pertinente dans cette manière d'ancrer le film d'exorcisme dans une situation très réaliste, très quotidienne. C'est toujours bien évidemment de travailler sur la dimension matérialiste de l'horreur, a fortiori quand on s'avance sur le territoire de l'horreur, j'allais dire spirituelle, en quelque sorte, puisqu'on fait appel à tout un imaginaire qui est celui de la religion, des démons, des fantômes, etc. Et ça, j'avais énormément aimé cette direction que prenait le film, jusqu'à l'apothéose, le climax, l'émerveillement que j'avais eu devant ce plan final, enfin cette scène finale, que j'avais vraiment mais adoré et qui avait justifié toute cette déception, tout ce ventre mou, qui avait pu eh bien, gâcher mon visionnage jusque-là. Donc, je savais que en allant voir un film de Rose Glass, j'avais affaire à une metteuse en scène engagée dans une démarche esthétique forte, très affirmée, mais pour autant, je dois avouer que lorsque Love Lies Bleeding est annoncé, donc avec Kristen Stewart et Anna Baryshnikov dans les rôles principaux, j'y allais pas à reculons, mais tout de même avec une sorte de méfiance. Et puis, ayant découvert le film, ayant été, non pas subjugué, mais vraiment titillé par l'approche quand même de Rose Glass, je me suis dit que je ne pouvais pas, évidemment, ne pas vous faire partager à quel point le film avait su, même à ce point-là, me rendre euphorique avec certaines de ses idées. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi nous parle ce Love Lies Bleeding, pour vous résumer, en fait, c'est une sorte de thriller qui se déroule dans un coin désertique des États-Unis, où il va être plus ou moins question de mafia, de la violence masculine, et de comment en fait est-ce que toute cette violence corrompt ou pas nos personnages principaux. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment sur une relecture queer, puisqu'en l'occurrence, il s'agit d'un couple de femmes lesbiennes, si vous voulez, d'un film comme pourrait l'être No Country for Old Men, par exemple des frères Cohen. C'est-à-dire que je trouve vraiment qu'il y a une parenté avec ça, c'est-à-dire venir interroger à travers l'univers de son film la manière dont le monde extérieur, par sa brutalité, peut nous rendre violents, nous qui sommes non pas des âmes pures, mais des âmes bonnes. Donc on retrouve d'une certaine manière ce travail sur la corruption spirituelle et morale qui était déjà à l'œuvre dans Sainte Maud. Mais ce n'est pas que ça, Love Lies Bleeding. Et c'est pour ça que, même si l'histoire du film est fondamentalement assez simple, c'est plutôt un film qui est difficile à résumer, parce qu'en réalité, il y a évidemment tout ce que je viens de vous dire, donc ce No Country for Old Men queer, mais il y a également, évidemment, d'énormes références à Thelma et Louise, de Ridley Scott,
putain de film, regardez-le si vous ne l'avez jamais vu, c'est un chef-d'œuvre, Thelma et Louise, en tout cas moi je trouve que c'est vraiment un très très grand film, à tel point d'ailleurs que le personnage principal, référence à tel point que le personnage principal de Love Lies Bleeding s'appelle Louise, le personnage joué par Kristen Stewart, et qu'il est beaucoup question de voiture, de fuite évidemment, dans le désert, etc. Mais si vous voulez, un Thelma et Louise qui prendrait à son compte l'univers du bodybuilding féminin. Enjeu narratif et esthétique très fort dans le film, auquel on va consacrer une grosse partie de ce podcast, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très rarement vu au cinéma, à la fois filmé et traité, aussi comme un élément faisant partie complètement de l'histoire. Mais en plus de tout ça, en plus de ces deux éléments, donc je résume, on a No Country for Old Men avec une lecture queer, on a Thelma et Louise dans le bodybuilding féminin, et en plus de ça, nous allons avoir, sans crier gare, à plusieurs reprises dans le film, des séquences horrifiques absolument cauchemardesques, qui vont nous péter à la gueule, et qui sont de fait, de par parfois presque l'incongruité avec laquelle ces séquences horrifiques nous arrivent, peut-être plus impactantes encore que dans Sainte Maud. Alors, on pouvait s'attendre à retrouver ce type de scène, parce que, évidemment, dans le premier film de Rose Glass, elle avait beaucoup mis en avant ce travail sur l'horreur, sur la manière de l'incarner avec un certain matérialisme, ce que j'évoquais en parlant de Sainte Maud. Mais là, vraiment, je trouve que la puissance horrifique de son cinéma s'est démultipliée. Et comment est-ce que cette puissance est démultipliée ? On va tout de suite parler de ça pour après pouvoir parler de ce qui nous intéresse, la question du corps féminin, etc. Mais sur la question du cauchemar, le cauchemar matérialiste comme proposition horrifique. Ce que j'appelle cauchemar matérialiste, c'est-à-dire le fait de faire peur, non pas avec de la spiritualité, c'était un peu l'opposition que je dessinais à propos de Sainte Maud, encore une fois, mais avec des situations complètement réalistes. C'est-à-dire des situations qui, en elles-mêmes, entre guillemets, pourraient réellement avoir lieu en dehors de la fiction, et venir les iconiser avec une lecture presque gothique, parfois, voire surréaliste, comme dans certaines séquences d'hallucination, pour venir vraiment nous frapper au cœur et en tout cas toucher à une forme de viscéralité qui, je trouve, est bien plus impactante. Et vraiment, j'ai eu des gargouillés dans le bidon, si vous voulez. Ça m'a un peu glacé le sang, notamment deux idées que je trouve surpuissantes en termes de séquences horrifiques. Le personnage de Jackie, qui est donc joué par Anna Baryshnikov, qui est donc celle qui veut participer à un concours de bodybuilding féminin, prend des hormones. Prend des hormones pour se doper. Et donc avoir un corps plus puissant, plus musclé, plus monstrueux aussi, quelque chose que Rose Glass va beaucoup travailler, mais elle va trop en prendre, au point justement de commencer à perdre la tête à cause de ça. Ce qui est quelque chose qui arrive effectivement réellement. Quand vous avez un surdosage hormonal, vous pétez les plombs. Le tout culminant dans une scène d'hallucination en public, donc en plus on a ce côté de la honte, de la peur que ressent le personnage alors qu'elle est en train d'halluciner, qui est à glacer le sang. Et ce drame-là, qui est un drame réaliste, en quelque sorte, un drame qui a frappé la vie de plusieurs personnes, desquelles Rose Glass a pu s'inspirer, le fait de puiser dans ce terreau dramatique réaliste et de venir nous l'iconiser comme si on filmait une scène d'horreur, c'est-à-dire que la séquence à laquelle je parle en l'occurrence, dans la manière qu'elle a d'être filmée, on a vraiment l'impression que c'est le chest buster, vous savez, de Alien, donc la larve d'Alien qui jaillit du tronc, du torse du personnage. On est vraiment sur une horreur de ce type-là. Et venir marier, vous voyez, ces deux éléments, à la fois de la matérialité et de la force horrifique du cinéma dans sa représentation, c'est un travail que je trouve impactant, viscéral et extrêmement intéressant. Et pas si courant que ça, en plus. Mais là, en l'occurrence, avec l'exemple de la prise d'hormones, ce sont des scènes horrifiques qui sont liées à des hallucinations. Donc, on est dans le cinéma horrifique, mais on est encore un peu trop dans l'imaginaire cauchemardesque. Mais là où Rose Glass atteint véritablement l'acmé de son travail cauchemardesque, et c'est là où on voit, même si Love Lies Bleeding n'est pas un film d'horreur à proprement parler, là où on voit que Rose Glass est une immense réalisatrice de films d'horreur, c'est lorsqu'elle prend le temps de filmer des scènes strictement quotidiennes, notamment une scène de violence faite aux femmes, avec une femme en fait qui est sous emprise d'un mari violent, c'est-à-dire qu'elle est folle amoureuse d'un homme qui la frappe. Et cet amour fou, au sens, encore une fois, propre comme au sens figuré, c'est une composante, si vous voulez, de la folie que, encore une fois, je crois n'avoir
peut-être pas jamais vu, mais en tout cas jamais traité sur aussi longtemps dans un film. Vous voyez, c'est la durée narrative des éléments dans un film. Ça peut être très court, ça peut être une scène, ça peut être deux scènes, ça peut être un personnage tertiaire, etc. Là, on est sur une thématique donc de la folie amoureuse qui est traitée sur des dizaines et des dizaines de minutes, ce qui est très long en termes de cinéma, ce qui permet à cette horreur d'une viscéralité exceptionnelle de se déployer à travers le travail du film, aboutissant à une scène, mais moi, interprétée par Jenna Malone, en l'occurrence, le personnage, donc en plus, qui est une putain d'actrice, Jenna Malone, dont personnellement j'apprécie beaucoup le travail, qui explose lorsque sa sœur ose s'inquiéter du fait que son mari la frappe au point de la plonger dans le coma. Et on a ce personnage qui se met à hurler sur quelqu'un qui essaye de le protéger en lui reprochant d'être presque indirectement la cause de son malheur. C'est-à-dire qu'en cherchant à la protéger, elle éloigne l'homme qu'elle aime. Ce qui occasionne, et j'insiste dessus parce que c'est vraiment pour moi le moment le plus marquant du film, une scène d'une tension et d'une viscéralité et d'une horreur qui personnellement m'a mis des sueurs froides. C'est-à-dire je me suis dit mais là on est sur une réalisatrice Rose Glass qui a pris une thématique sociale très forte, à savoir donc la question de l'emprise, de la violence conjugale, etc., et qui l'a distillée tout au long d'un métrage, afin que nous puissions bien nous imprégner d'à quel point la folie de cet amour est en train de détruire jusqu'à la raison même du personnage interprété par Jenna Malone, pour finalement que toute cette destruction puisse exploser dans une performance presque démoniaque de sa part, qui est un putain de moment de cinéma. Rose Glass est une putain de réalisatrice horrifique. Justement, en travaillant sur cette matérialité du cauchemar, on le voit à travers les deux éléments que je viens de citer, qui sont des idées de cinéma pas faciles. C'est pas facile d'arriver à ce point-là à marier de la représentation et du drame, bon, j'allais presque dire du drame purement social, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs, on se croirait chez les Dardennes, hein, tu vois, oh là là, la pauvre prolétaire qui veut faire des concours de gros muscles et qui se dope aux hormones et qui devient folle, oh là là, le mari qui bat sa femme, etc. On va se taper ça tout un film, et pourtant ça devient du putain de cinéma horrifique. C'est-à-dire que c'est ça, Rose Glass, en fait. C'est faire dialoguer des éléments, les accoler les uns aux autres, les uns à la suite des autres, parfois les superposer les registres, superposer la manière de traiter un même sujet, donc à la fois comme un élément dramatique et comme un élément horrifique. Et en ça, d'ailleurs, le film m'a beaucoup fait penser à un autre film qui est sorti assez récemment et que j'entre dans la même veine, qui est pour moi une veine typique du cinéma contemporain. En tout cas, ça fait quelque temps qu'on a pas mal de films qui usent de ces éléments esthétiques-là. Le film auquel je pense en l'occurrence c'est Challengers, qui est un film qui n'a aucun rapport de près ou de loin. C'est un film queer, cela dit, qui est sur un trio bisexuel de tennisman et tenniswoman. Film, bon, je suis sûr que vous l'avez vu ou entendu parler. Et Challengers était un film qui, lui aussi, usait beaucoup, je trouve, de la superposition des tons et de la manière qu'avait la caméra de traiter une même thématique ou une même idée, une même scène, de manière complètement différente au fur et à mesure du film, parfois en s'en amusant, parfois en la prenant complètement au premier degré, parfois en la surdramatisant, etc., etc., avec une esthétique du collage, encore une fois, de la superposition, cette manière de casser le rythme, qui, par l'accumulation, crée une œuvre nouvelle, ce qui est finalement la définition même du film pop, au sens vraiment Andy Warhol du terme, c'est-à-dire le pop art. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement réjouissant, parce que je ne crois pas avoir vu des films qui travaillent la question horrifique, usés vraiment de techniques de pop art, voilà, en s'ancrant dans le kitsch choupa choups comme pouvait le faire Challenger, et pour autant réussir à atteindre une certaine forme de viscéralité. Donc comme quoi Rose Glass vient de nous acter qu'elle était une réalisatrice qui savait y faire. Et l'élément qui me fait dire que Love Lies Bleeding est un film extrêmement accompli et d'une grande intelligence, c'est ce que le film fait du corps. Alors, qui est évidemment, d'un point de vue scénaristique, l'élément central du film, puisque le personnage interprété par Anna Baryshnikov est une bodybuildeuse. Donc la question du corps est centrale narrativement, mais aussi esthétiquement. Et ça, c'est évidemment très intéressant dans un monde cinématographique et dans un monde de la critique cinéma qui est traversé par les questions de male gaze, de female gaze, etc.
Là, on a un corps féminin exceptionnel à l'écran pendant 1h45. Ce que j'entends par un corps féminin exceptionnel, c'est-à-dire que voir une femme aussi musclée, c'est-à-dire musclée à ce point-là, c'est quelque chose de totalement inhabituel dans la représentation du corps féminin. Et donc, poser un regard sur ce type de corps, eh bien, c'est se poser plein de questions en tant que spectateur, en tant que spectatrice. C'est-à-dire, comment dois-je regarder ce corps? Et c'est ça, l'enjeu de mise en scène principal. Évidemment, parfois, il y aura du cauchemar. On en revient à ce que je disais. Évidemment, c'est Rose Glass, elle ne se refait pas. Il y aura du cauchemar. Notamment avec tout le travail de bruitage qu'il y a autour de la question physique dans le film, où parfois on est à deux doigts d'aller dans du Cronenberg avec ses muscles qui se contractent, cette manière qu'a le mixage son lorsque le personnage soulève des haltères, de nous faire entendre des espèces de bruits, enfin, on a l'impression d'être dans une boucherie, quoi, avec la chair qui se contracte très très fortement, mais également comme un objet de beauté. Un objet de beauté atypique, qui est montré comme désirable à travers le regard du personnage de Kristen Stewart, évidemment, qui tombe amoureuse de Jackie. Et cette ambiguïté-là, de ce corps, qui est à la fois un corps de mort, puisque ce personnage va tuer dans le film, grâce à la force physique dont elle dispose, qui est un corps de mort, donc un corps monstrueux, un corps freak, en fait, au sens du film de Todd Browning, c'est-à-dire un corps de spectacle qu'elle-même désire mettre en spectacle, mais c'est également un corps d'émancipation. Parce que c'est grâce à ce corps que ce personnage a pu s'extirper d'abord de sa condition matérielle, en l'occurrence puisque c'est un personnage qui est extrêmement défavorisé socialement, mais qui va également s'extirper de la violence que le monde lui impose, justement en ayant la capacité physique de pouvoir se défendre et de protéger celle qu'elle aime. En voilà un objet de cinéma putain de passionnant, vous me voyez pas, mais j'ai un grand sourire aux lèvres en parlant, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une proposition aussi intéressante, qu'encore une fois, à la manière de ce que j'avais pu évoquer sur le cauchemar matérialiste, notamment à propos de la question de l'emprise, c'est quelque chose qui est présent tout le film. Ce travail sur l'ambiguïté du regard que l'on doit porter sur le corps de cette femme. Parce que des corps comme ça, anormaux, en quelque sorte, atypiques, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma. Mais jamais comme personnage principal. Mais jamais aussi longtemps. Mais jamais, j'allais dire, disséqué, en quelque sorte, sous toutes les coutures. Dans ces modes de représentation, est-ce que c'est un corps monstrueux? Est-ce que c'est un corps amusant? Est-ce que c'est un corps puissant? Est-ce que c'est un corps désirable? Est-ce que c'est un corps sexuel, etc., etc. Vraiment, on a toutes les facettes que cette fascination, que cette étrangeté peut générer chez nous. Et la réponse que donne Rose Glass à toute cette exploration, c'est que ce corps est un corps mythologique. Ce qui pour moi explique la séquence finale, qui a peut-être pu surprendre plusieurs personnes, qui est évidemment à prendre au sens métaphorique, mais c'est une manière de finaliser l'exploration du regard que l'on peut poser sur ce corps pour en tirer la conclusion que c'est un corps mythologique. Et aujourd'hui, la mythologie, elle est queer. Parce qu'évidemment, c'est un film queer. D'où aussi mon rapprochement avec Challengers, au-delà de l'aspect pop art, de la superposition des registres. C'est un film queer. Et queer, c'est un mot qui veut dire bizarre. C'est aussi un synonyme de LGBTQIA+, mais disons queer, ça va plus vite. C'est un film qui revendique une esthétique différente. C'est un film qui invite à se questionner aussi sur ce qu'est l'esthétique, sur ce que sont les symboles, sur la signification qu'ils peuvent avoir. Et alors, tout ce que je vous dis là, ce sont des analyses que j'ai pu en tirer, des observations. Je suis en train de relire mes notes pendant que je vous parle. Mais tout ça n'est jamais dit évidemment dans le film. Tout ça n'est qu'amené à travers un ensemble de petits détails. Ces sons que j'évoquais par exemple. Ces sons du corps, mais aussi des petits détails lumineux. Par exemple, l'absurdité de ce ciel étoilé très présent parce que beaucoup de scènes dans le film se passent de nuit et nous avons une impossibilité lumineuse, c'est-à-dire que nous voyons presque toutes les étoiles dans le ciel. Exactement comme si, pour incarner par l'image ces nouveaux corps, ce nouveau monde, le monde queer qui est à venir, eh ben, il fallait inventer de nouvelles images. Parfois jusqu'au grotesque, et le film, en effet, en n'ayant pas peur, si vous voulez, de cette accumulation, de ces cassures à répétition, le film vire parfois, ça lui arrive, au grotesque. Mais en ce qui me concerne, c'est un grotesque que je trouve hilarant et que je prends comme tel. Un travail sur la démesure.
Mais pour l'instant, on s'en rend bien compte, je n'évoque que les qualités du film. Alors, ce film a-t-il des défauts? Au-delà du fait que, évidemment, toutes ces ruptures de ton, tout ce travail d'accumulation typique du pop art, quelque chose qui est revendiqué par le cinéma contemporain, etc., c'est quelque chose que beaucoup de spectateurs ou de spectatrices peuvent ne pas aimer. Moi, je trouve que le film a un gros défaut, en effet, et ce défaut existe du fait de sa principale qualité. Vous allez voir où je veux en venir. C'est très étonnant, parce que je ne suis pas du tout du genre à casser du sucre sur le dos de cette actrice, mais je trouve Kristen Stewart très faible dans ce film. En termes d'acting, je veux dire. Je la trouve très souvent un peu à côté, pas exactement à la hauteur, on va dire, de ce que les autres acteurs et actrices peuvent délivrer. C'est particulièrement flagrant lorsqu'elle joue avec d'autres personnages, un peu moins quand elle joue seule, parce que c'est aussi un personnage solitaire, mais je la trouve pas juste, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous voyez comme si ce qu'on regardait là, c'était les premières prises d'une scène qui en aurait nécessité, allez, peut-être 7, 8, 10, pour que vraiment on trouve une tonalité, etc. Comme si le personnage, et donc Kristen Stewart la jouant, l'incarnant, cherchait en permanence la tonalité émotionnelle qu'elle devait donner à certaines répliques. Et alors là où c'est particulièrement frappant, et on en vient au fait que ce défaut, entre guillemets, est lié à la principale qualité, c'est quand elle joue avec Anna Baryshnikov, qui, elle, est impériale. Mais alors, elle gouverne le film en termes d'intensité, de présence, de manière de poser sa voix. Elle, au contraire, est absolument rayonnante. C'est-à-dire que pour moi, une actrice est née. Enfin, je veux dire, vraiment, en regardant le film, et c'est l'actrice qui porte le corps de la contemplation. C'est l'actrice qui porte le corps queer. C'est l'actrice qui porte l'objet du regard. Et mon explication au sous-jeu de Kristen Stewart, ou en tout cas le fait que parfois elle est en décalage, parce que sous-jeu, sur-jeu, c'est des expressions que je n'aime pas trop dans la mesure où je ne les trouve pas très pertinentes. C'est surtout qu'elle n'est pas au bon endroit. Et la raison pour laquelle elle n'est pas au bon endroit, c'est parce qu'à mon avis, Rose Glass est tellement fascinée par ce corps qu'elle filme qu'en fait elle s'en fout de Kristen Stewart. C'est-à-dire comme si vous voulez, elle était tellement concentrée sur la manière de diriger Anna Baryshnikov pour que ce personnage de Jackie qu'elle a imaginé puisse éclore à la fois émotionnellement et physiquement, que elle passait beaucoup plus vite sur les indications de Kristen Stewart, à tel point que parfois, la différence presque d'implication des deux acteurs dans une même scène peut être d'un champ contre champ à l'autre vraiment frappante. Alors, ça ne va jamais au point de nous niquer une scène. Ça, très clairement, non. Parce que Kristen Stewart est une bonne actrice malgré tout, et donc elle donne, évidemment. Mais il y a 2-3 moments, il y a 2-3 répliques où je me dis non, non, là, on n'est pas au bon endroit. Et pourquoi est-ce que c'est important de pointer ce genre de défaut dans un film? C'est pas évidemment pour casser du sucre, encore une fois, sur le dos de Kristen Stewart en disant qu'elle est nulle ou je sais pas quoi. C'est juste que lorsqu'on a une problématique de tonalité dans le jeu d'un acteur ou d'une actrice, et ben en fait, moi, spectateur, ça me sort dans la scène. Parce que du coup, je me rappelle que je suis en train de regarder un acteur qui joue. Et donc, eh bien, le pacte cinématographique est brisé. Et vu l'ambition du pacte en question, dans le cas de Love Lies Bleeding, c'est bien dommage. Mais toutes les petites fissures que peut avoir ce pacte que le film cherche à nouer avec moi n'ont pas la moindre importance, tant j'ai été, voilà, encore une fois, pas vraiment émerveillé, c'est un mot un peu fort, mais emballé par le film. Il y a tout ce travail sur le corps, il y a toute cette manière de faire dialoguer des registres, cette manière de créer du cauchemar avec du drame réaliste et matériel, cette façon de ne pas avoir peur du grotesque dans certaines scènes, à tel point qu'on est au milieu d'une scène d'horreur et on peut se retrouver à pouffer de rire, en fait, mais non pas pour nous moquer de la scène, mais simplement parce que, objectivement, ce qui se passe devant nos yeux est drôle, et on rit avec les personnages, comme une manière de répondre un peu au malheur qui leur tombe dessus. C'est un film qui n'a pas peur. C'est un film qui assume d'être queer, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un film dont l'identité est multiple, dont l'identité est bizarre, dont l'identité peut, à certains moments, interroger. Mais pour autant, on ne peut qu'aimer ce que l'on a devant nous. Parce que ça nous parle avec le cœur. Parce que ça, c'est du cinéma qui ose.
Et ce que je retire, moi, de ce spectacle, outre ce travail absolument passionnant, j'attends les masters des futurs étudiants et étudiantes en cinéma qui étudieront le travail de Rose Glass et le regard qu'elle peut porter sur le corps féminin, parce que là, avec ce film-là, putain, vous avez de la matière, hein. C'est un des trucs les plus passionnants à analyser que j'ai vu depuis très longtemps. Peut-être aussi parce que j'ai jamais vu ça. Et si on va au cinéma, c'est justement pour ça. Pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à propos de Love Lies Bleeding de Rose Glass. Je vous invite vraiment à aller le voir. Peut-être pour ne pas être totalement réceptif à tous les choix qui sont faits, mais en tout cas, des propositions de cinéma aussi fortes, avec des enjeux à la fois politiques, esthétiques, de cinéma queer, de pop art, d'interrogation sur le contemporain. Bref, vous avez de la matière, vous avez à bouffer avec un film comme ça, et vous allez bien manger. Alors, je vous souhaite de beaux moments de cinéma, je vous souhaite de vous engager politiquement, parce qu'il y a un combat en ce moment qui est à mener, et moi je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.